Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 12 juin, il est l'heure de l'info. Un maximum de 20 ans de réclusion criminelle, c'est la peine maximale encourue par l'adolescent, auteur des coups de couteau mortels à Nogent. Nous faisons le point dès le début de ce journal. Une nouvelle maison de santé à Bar-le-Duc pour lutter contre la désertification médicale. Inaugurée hier, elle accueille déjà 3 médecins et une dizaine d'infirmiers. Conserver sa 4e fleur, tel est l'objectif de la commune marnaise d'Aussigny-Mont. Nous avons suivi le jury national du concours, créé en 1959. Et comme chaque jeudi, nous faisons le tour d'horizon à la fin de cette édition des idées sorties du week-end. Zoom aujourd'hui avec un rendez-vous au jardin. Et vous le savez, ce mardi, l'horreur s'est produite devant le collège de Nogent en Haute-Marne. Un adolescent de 14 ans a alors poignardé à mort une surveillante et a blessé un gendarme avant d'être interpellé et placé en garde à vue. Le procureur de la République de Chaumont avait alors tenu une conférence de presse hier soir afin de préciser les faits. Écoutez. Le mis en cause, lui-même collégien âgé de 14 ans, a sorti un couteau de son sac et a porté plusieurs coups violents à la surveillante qui se tenait à l'entrée. Il s'agissait d'un couteau de cuisine de 34 cm avec une lame d'une longueur de 20 cm. Malgré les soins prodigués par les secours, la victime est décédée sur place à 10h10. L'autopsie, pratiquée ce jour, a mis en évidence 7 plaies situées principalement sur le côté gauche de la victime, 2 lésions de défense au niveau des mains, une plaie au niveau du crâne, 2 plaies au niveau des épaules, 2 plaies dans le dos, dont une à l'origine du décès d'une profondeur de 18 cm. En garde à vue, l'intéressé se montre détaché, tant au regard de la gravité des faits reprochés que des conséquences vis-à-vis de lui-même. Il ne manifeste au demeurant aucun signe évoquant un possible trouble mental. Il reconnaît être l'auteur du passage à l'acte, mais ne l'explique pas véritablement. Il n'exprime pas de regret, ni aucune compassion pour les victimes. Ce jeudi, c'est alors le tribunal de Dijon qui a repris l'affaire. Le parquet dijonnais a requis la mise en examen pour meurtre d'une personne chargée de mission de service public et violence sur agent dépositaire de la force publique. Le mis en cause mineur risque un maximum de 20 ans de réclusion criminelle. Nous ne connaissons pas encore la décision du pôle d'instruction. Hier, mercredi, vers 19h45, un grave accident de la circulation s'est produit entre Finvel et Couvonges dans la Meuse. Une voiture, seule en cause, a quitté la chaussée dans des circonstances encore inconnues avant de terminer sa course dans un sous-bois. Le véhicule à énergie hybride a ensuite pris feu, rendant toute intervention de sauvetage impossible. Il a fallu 1h30 aux pompiers pour venir à bout du sinistre. Un homme d'une trentaine d'années est décédé dans ce drame. À Bar-le-Duc, une nouvelle maison de santé a été inaugurée dans le quartier Sainte-Catherine. Celle-ci va permettre à terme à 5 médecins généralistes de venir s'installer pour renforcer l'offre médicale dans un territoire où le manque d'accès aux soins est une problématique constante. Même si celle-ci a ouvert, d'autres doivent voir le jour. Le territoire barrois est le secteur dans lequel il manque le plus de médecins du département. Un reportage de Léo Martin. Éclair ouverte, la maison de santé de la côte Sainte-Catherine. C'est une nouvelle maison de santé qui ouvre ses portes à Bar-le-Duc sur la côte Sainte-Catherine. Des locaux tout neufs et plus de 2,7 millions d'euros investis, pour la plupart subventionnés par des organismes de l'État. Ce nouveau lieu pourra accueillir 5 médecins généralistes ainsi que d'autres professionnels de santé. Elle est une pierre à l'édifice face au manque de médecins dans ce département rural. Voilà, un certain nombre de médecins qui exercent aujourd'hui, dans 4-5 ans, risque, et c'est pas risque, vont s'en aller. On sait qu'on va avoir un creux pendant 5-6 ans. Il faut que nous mettions, encore une fois, les élus sont des facilitateurs, ils ne font pas tout le travail, mais si on ne met pas à disposition des lieux comme celui-ci, sympathiques, je veux dire, aux normes, qui donnent envie d'exercer, c'est pas la peine qu'on y aille. La pénurie médicale, si je peux m'exprimer ainsi, elle touche aussi bien les généralistes et encore plus les spécialistes, mais c'est le même problème à l'hôpital pour les remplacements des médecins qui partent, c'est un problème de ressources humaines et de personnes en face. Un autre projet de maison de santé est prévu à Bar-le-Duc depuis 2 ans, mais le groupe national qui devait investir dans les murs rencontre des difficultés. Pour le moment, le projet est au point mort. Il y a une pénurie de médecins, mais aussi de maisons de santé.
Cela peut poser des problèmes majeurs pour l'accès aux soins. Quand on sait qu'il y a des médecins, des patients aujourd'hui qui vont à 30 ou 40 km pour se faire soigner, je crois que toutes les semaines, on a un appel pour nous demander si nos médecins prennent des nouveaux patients. Malheureusement, s'ils acceptent 2 nouveaux patients, ça va être des délais de rendez-vous de 3 semaines, 1 mois. Donc, c'est pas raisonnable quand on est malade et qu'on a besoin d'être soigné. De toute façon, plus on va accueillir de médecins dans nos locaux, mieux ce sera pour soigner les patients qui n'ont pas encore de médecin aujourd'hui. Il y a aussi des patients qui n'ont plus de médecin, qui ont vu leur médecin partir en retraite il y a 1 an et qui n'ont toujours pas de médecin. Donc, prioritairement, c'est ces gens-là qu'il faut qu'on arrive à prendre en charge dans notre maison de santé. Mais clairement, notre maison de santé ne suffira pas. Pour le moment, 3 médecins généralistes sont déjà installés et un autre médecin junior va arriver en octobre prochain. Seule une place reste vacante. En moyenne, un médecin a entre 1500 et 3000 patients. Cette maison de santé est tout de même un avantage dans un secteur meusien où le manque de médecins se fait ressentir. Donc le problème, c'est qu'on est sur un département rural, mais dans un sens urbain de ce département rural. Donc le problème démographique des petites villes moyennes ou des villes qui sont autour de 30 000 à 10 000 habitants est connue un petit peu sur l'ensemble du territoire national parce qu'elle connaît aussi, c'était un exercice solitaire des médecins qui partent en retraite et donc les cabinets ne sont pas repris en général parce que si on regarde sur notre territoire du Sud Barrois, c'est sûrement là où il y a le plus besoin de médecins à l'heure actuelle. En Meuse, il y a entre 27 et 30 maisons de santé comme celle-ci, ce qui représente un des départements ruraux les mieux lotis. Et à noter justement qu'aujourd'hui, le département de la Meuse, surtout le dispositif IME Santé, a reçu le grand prix du trophée d'accès aux soins lors des Assises nationales de l'accès aux soins à Vendôme, près de Tours, comme vous voyez sur cette photo de Baptiste Ney. Notre image du jour aujourd'hui, nous la devons à la ville de Chaumont qui a inauguré son nouveau terrain de pump track. Cette nouvelle piste est composée d'une boucle avec des bosses et des virages relevés. L'ensemble des équipements sportifs dont les BMX, les rollers ou encore les trottinettes peuvent se rendre dessus. À coup sûr, ce sera le nouveau terrain de jeu des jeunes chaumontais pour tout l'été. La ville d'Aussigny-Mont, dans la Marne, a reçu la visite du jury national du label Ville et Village Fleuri. Ce concours, créé en 1959, a pour but de promouvoir le fleurissement, le cadre de vie et les espaces verts. Objectif pour Aussigny-Mont, conserver sa 4e fleur, la plus haute distinction du label. Une reconnaissance qui récompense les efforts constants pour la commune, pour l'embellissement et le cadre de vie. Regardez ce reportage de Julien De Bruyne. Ces fleurs font la fierté du village, mais attention à ne pas les voir faner. Aussigny-Mont détient depuis 18 ans une distinction, les 4 fleurs du label national Ville et Village Fleuri. Cette année encore, la commune compte bien les conserver, mais pour cela, il faut être à la hauteur. Ici, chaque détail compte, gestion durable, biodiversité, implication citoyenne, esthétique globale, rien n'est laissé au hasard. Il faut savoir que le niveau de ce label est assez exigeant. C'est un label du cadre de vie. À ce titre-là, il y a 62 critères. Donc il y a des critères qui vont de la volonté politique, c'est-à-dire la mise en œuvre du projet municipal, le développement du label, la promotion du label. Ça touche aussi des critères environnementaux très importants. Maîtrise de l'eau, à savoir les économies d'énergie, tout ce qui peut toucher dans le cadre de vie de tout à chacun. Ce label n'est pas acquis à vie, une fleur peut aussi être retirée. Le jury national ne se contente pas de constater ce qu'il a été fait, il évalue aussi la cohérence du projet, la régularité des efforts et la dynamique collective. Un simple relâchement ou un défaut d'entretien peut suffire à rétrograder une commune. On préfère être dans la qualité que dans la quantité. Donc du coup, nous, on va prévenir les communes qu'on va visiter tous les 3 ans en règle générale. Si la commune n'a plus le niveau, qu'on estime qu'elle n'a plus le niveau 4 fleurs, on va lui octroyer du temps. C'est-à-dire qu'on va lui apporter un avertissement, entre guillemets, et on va lui laisser 1 an, 2 ans, ça dépend, pour pouvoir se reconstruire. On retourne les voir en fait l'année d'après ou 2 ans après, pour voir s'ils ont mis en place les recommandations qu'on leur a fournies pour garder le niveau 4 fleurs.
On ne va pas enlever la 4e fleur de suite en fait. Mais cette 4e fleur est bien plus qu'un panneau à l'entrée du village, c'est une fierté locale. Les habitants y sont particulièrement attachés. Oui, parce que ils l'ont vu grandir, si vous voulez. Les 4 fleurs, on ne les a pas d'un seul coup. On a 1 fleur, 2, 3 et puis 4. Donc la 4e, c'est vrai qu'elle est toujours difficile à les décrocher. Et donc ils en sont fiers autant que nous. En plus, dans les habitants qui sont là, ce sont pratiquement des habitants qui venaient nous aider dans les massifs à une époque, ou avec l'association qui faisait des manifestations justement pour financer ce fleurissement. La commune doit maintenant patienter quelques semaines avant de connaître la décision finale. Le verdict est attendu pour le 17 septembre prochain. Et tout de suite, nous retrouvons Manon pour les idées sorties du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Antoine. Alors à l'approche de l'été, nos territoires s'animent avec majoritairement des événements en extérieur, grâce au soleil notamment. Justement, on débute dans la Marne avec un festival bien connu des amateurs de musique. Et oui, c'est déjà la 7e édition pour le festival de la Tête dans le Fion. 13 concerts sont à retrouver les vendredis 13 et samedi 14 juin, le tout en entrée libre. Chaque année, un art est invité. Cette année, c'est la photographie qui sera mise à l'honneur avec une exposition géante, des animations et quelques surprises durant le festival. À noter que notre équipe sera présente ce vendredi et un reportage sera retrouvé sur Puissance Télévisions. Et restons en extérieur, mais allons du côté de la Meuse cette fois-ci, plus précisément à Commercy, avec la fête de la Madeleine. La fête de la Madeleine qui fait son retour donc à Commercy. Labellisée parmi les plus belles fêtes de France, la Madeleine fera son show le dimanche 15 juin. De nombreuses animations pour petits et grands seront à retrouver au cœur du château Stanislas et aux abords de celui-ci. Au programme, spectacle de rue, concerts et 2 parades à 15h et à 17h notamment. Plus d'informations sur le site et pour les animations bien sûr sur le site de la ville de Commercy. Restons dans la Meuse, pas très loin de Commercy, avec un événement, le Rétro Meuse Auto. Cette année, c'est plus de 40 000 visiteurs qui sont attendus pour la 40e édition du Rétro Meuse Auto. Et le lac de la Madine s'apprête à vibrer les 14 et 15 juin. C'est le rendez-vous des amoureux de véhicules anciens, un événement qui fait revivre les belles mécaniques d'autrefois. 20 000 visiteurs sont attendus effectivement sur place, c'est un événement impressionnant. 4 000 exposants seront également à retrouver tout le week-end. Et revenons en Haute-Marne et allons flâner dans les jardins cette fois-ci. Depuis plus de 20 ans, le ministère de la Culture organise chaque année rendez-vous au jardin afin de sensibiliser et d'ouvrir la nature aux Français. Sur le territoire haut-marnais, plusieurs communes ont ouvert leur jardin aux jeunes élèves, mais également aux habitants. L'occasion pour eux de découvrir le jardin d'une manière originale. Un reportage de Célia Richard. Les jardins, ces parenthèses de nature, souvent façonnées par la main de l'homme. Chaque fleur, chaque pierre, chaque arbre raconte peut-être une histoire. Et pour les mettre en avant, le ministère de la Culture organise depuis 2003 l'événement Rendez-vous au jardin. Cette année, plusieurs villages en Haute-Marne y ont participé. La commune de Poisson, par exemple, proposait une visite du jardin du château de Riaucourt. Pendant 2 demi-journées, les plus curieux ont pu venir admirer les 2 hectares de terrain de ce château du XIIIe siècle, à commencer par les bâtiments historiques. Donc là, nous sommes à l'arrière du château, c'est côté nord, et en fait, toute cette partie permettait de se promener en fait. Donc vous avez une allée qui fait tout le tour comme ça. Et là, nous sommes au pied du séquoia géant. Donc le séquoia a été planté très probablement à l'époque de Napoléon III. C'était en l'honneur de Napoléon Ier. Nous avons le petit auditoire qui servait à la basse et moyenne justice. Pour information, à Joinville, il y a aussi un auditoire. Et c'était un auditoire pour la haute justice. Donc ici, ce n'était pas une justice de crime de sang ou quoi, c'était du vol. Donc là, voilà, nous sommes dans le petit auditoire. Donc le seigneur venait là, rendait justice, et les justiciables rentraient par dehors. Le jardin, lui, propose une vaste étendue de verdure et d'arbres. Plus d'une vingtaine d'espèces y sont plantées et fleurissent à différents moments de l'année. Alors, il faut savoir que, en fait, le jardin était un jardin à la française, mais au 19e, en fait, la mode n'était plus du tout au jardin à la française. Et donc, ils ont fait un parc. Donc, le parc a été créé au 19e.
Et c'est comme ça que, en fait, ils ont aplani le tout. Et il y a plusieurs essences d'arbres qui ont été plantées très probablement à ce moment-là. Mais rendez-vous au jardin n'est pas réservé qu'à un public adulte. À quelques kilomètres, dans la commune de Doulincourt, les élèves des écoles alentours ont pu découvrir le jardin des 5 sens, implanté dans le seul écolotissement de Haute-Marne. Ce jardin des 5 sens, c'est un parcours piéton qui se déroule au sein de cet écolotissement, et il s'intègre lui-même dans un parcours botanique sur différents jardins qui sont organisés dans le village avec des thèmes différents. Et donc là on a choisi comme thème un jardin des 5 sens qui permet aux enfants ou aux personnes de pouvoir se ressourcer, se confronter au goût, aux couleurs, donc à la vue, à l'ouïe, à ce qu'ils peuvent entendre, au bruit des jardins, etc. Cet événement est l'occasion pour la commune de proposer des ateliers pédagogiques aux enfants, un souhait qui vise à sensibiliser les futures générations à l'environnement et la nature. Pour répondre au thème jardin de pierre, pierre de jardin, les élèves aujourd'hui vont réaliser différentes activités, notamment de la peinture sur galet. Ils vont réaliser aussi des plantations, ils vont fabriquer un petit bonhomme où l'herbe va pousser, donc ça leur plaît beaucoup. On a déjà vu hier le résultat et les élèves étaient très satisfaits de leur création. Ils vont réaliser aussi des plantations, ils vont réaliser des découvertes du jardin, donc ils vont découvrir aussi des plantes à odeur particulière, notamment l'odeur du fromage, l'odeur des huîtres, donc ça va être intéressant pour eux. L'événement reviendra avec un nouveau thème pour une prochaine édition, le premier week-end de juin 2026. Et terminons cette chronique avec un événement à l'IME, le Joli Coin de Puellemontier, qui se déroule ce soir dans quelques minutes avec une troupe de théâtre. Oui, chaque année, une dizaine d'adolescents en situation de handicap, accompagnés de leurs éducateurs et d'un metteur en scène, donnent vie à un nouveau spectacle. Cette année, un spectacle burlesque et complètement déjanté sera à découvrir. Un événement à retrouver tout à l'heure à 20h30 au pôle socio-culturel de Montier-en-Der. Et pour ceux qui aiment le sport, bien sûr, n'oubliez pas, ce week-end, dimanche notamment, la Coupe de Haute-Marne sera jouée au stade Charles-Jacquin de Saint-Dizier. Et Puissance Télévision sera en direct à partir de 16h40. Merci Manon pour ces infos de ces idées de sortie. En attendant, n'oubliez pas, bien sûr, d'autres idées de sortie à retrouver sur notre agenda et sur notre site internet et l'application, bien sûr. À bientôt Manon. À bientôt Antoine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée, bien sûr, sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.